On déchiffre, on décrypte. Marc Templeman de Cashbee. Bonjour. Merci d'être avec nous, Marc, ce matin, ainsi qu'Olivier Le Chevalier de DevTech. Bonjour Antoine. Bonjour. Je disais retour aux fondamentaux. Finalement, on va peut-être commencer par là, parce que c'est vrai que Davos, ça a été la conférence de presse géante de Donald Trump qui a monopolisé l'attention hier. On a vu aussi Larry Fink dans son grand fauteuil avec son micro en train d'interroger la terre entière qui voulait bien avoir ses grâces. Ça faisait c'est pas un petit peu gênant quand même, au-delà de la pub permanente pour North Face et Canada Goose. Davos, finalement, à quoi ça sert dans le contexte actuel, on va dire, Marc Templeman? Alors, c'est un sujet qui est fascinant parce que Davos, ça existe depuis les années 70 et au départ, ça a été fondé que pour les Européens. Donc, c'était de rassembler des décideurs en Europe pour les aider à faire face à une situation qui était guerre froide, crise pétrolière, etc., etc. Et ce n'est qu'en 87 que c'est devenu le World Economic Forum et où l'intendance, les participants ont cru en nombre, conséquent d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, c'est des milliers de personnes qui se ruent sur ce petit village, au grand bonheur d'ailleurs des propriétaires qui doivent louer leur appartement et leur maison à des tarifs monstres. C'est la Coupe du Monde tous les ans. C'est ça. Maintenant, nous, on continue d'y voir un intérêt potentiel pour un investisseur éclairé, non pas nécessairement dans les grands discours, encore que ça donne quand même des idées sur les grandes tendances. Je me souviens très bien qu'il y a 5-6 ans, Davos, c'était tout pour la décarbonation, les énergies vertes, etc., etc. Aujourd'hui, ce sujet ne semble plus vraiment être d'actualité et c'est plutôt la géopolitique qui domine. Donc ça reste intéressant en termes de tendance, mais aussi c'est en coulisses que ça se passe. Les choses vraiment intéressantes se disent entre ces décideurs en coulisses. Alors comment le savoir en tant que oui. lointain investisseur basé à Paris ou ailleurs en France? C'est compliqué, mais on peut avoir des signaux faibles sur ce qui se passe aussi derrière les rideaux, rien qu'en regardant les invités, les participants. Je sais que par exemple Zelensky n'était pas certain d'y aller, craignant de ne pas pouvoir prendre la parole. Et ça nous dit que le sujet de l'Ukraine a pris un peu de recul par rapport à celui du Groenland qui était sur le devant de la scène. Il y a aussi des sujets comme Trump, au-delà du discours fleuve, a invité les dirigeants américains à un dîner, mais a omis d'inviter, par exemple, le PDG de Bank of America, alors que tous les autres CEO étaient invités. Quel est le signal qu'il faut en tirer? Il y a des indications de ce type qui m'intriguent, qui parfois m'amusent, mais surtout qui peuvent avoir un intérêt pour quelqu'un qui observe les marchés macro et qui veut se renseigner sur les grandes tendances, non seulement actuelles, mais à venir. Et il y avait tout le reste du secteur bancaire américain? Ils étaient tous là, Wells Fargo, JP Morgan, Citigroup, sauf lui. Alors, il s'agirait peut-être d'un sujet personnel entre les deux, sachant que Bank of America n'a pas voulu ouvrir de compte pour M. Trump lorsqu'il n'était pas président. Oui, c'était ça. Il y a des sujets de ce type sans doute. Mais plus largement, moi j'aime bien regarder qui participe, qui vient, qui décide de ne pas y aller, parce que ça aussi, ça donne quelques indices sur ce qui pourrait se passer dans le reste du monde. Non, mais ça a dû être intéressant s'il a échangé quelques mots avec Jamie Dimon. Je crois que depuis le début de la semaine, il s'échange des noms d'oiseaux. Il y a même des menaces de procès sur JP Morgan. Même, Alors, je ne suis pas dans les petits papiers, mais sans doute. À cause de révélations de presse. Enfin, bref. Olivier Le Chevalier, vous regardez, vous évaluez. Il y a quand même des décisions d'investissement, il y a quand même des cartes qui bougent à Davos. Alors, c'est sans doute ça le plus intéressant et en même temps le plus méconnu du sommet, finalement. Oui, tout à fait. Moi, je trouve ça très intéressant. Moi, je rejoins aussi où c'est devenu, de toute façon, un échange international où il faut y aller. Mais ce qui est très fort à chaque fois, j'ai l'impression que Trump sort des énormités avant d'y aller. Et là, après, il vient adoucir. Donc, on est avant Davos, tous les marchés sont en stress, tout le monde trouve de la volatilité. Vous aviez dit que les VIX étaient montés, on était redescendu à 16-17. Effectivement, donc il ne faut pas grand-chose. Mais donc, je pense que c'est sa méthode de communication. Aller sur le Groenland, ça, lui, son dada, je pense que c'était l'immobilier. Donc, je pense qu'aller chercher un nouveau territoire, ça l'intéresse. Effectivement, peut-être qu'il peut y avoir un effet où on peut imaginer que c'est un énorme territoire, le Groenland. En fait, c'est assez petit. Et donc, du coup, je dis pourquoi pas l'ajouter à la carte américaine. Donc, il arrive où il contrarie tout le monde. Et puis après, là, il adoucit son discours parce qu'il veut rentrer dans une réalité, je pense, de négociation un peu plus fine. Il a besoin de tester la résistance, savoir comment les gens
vont réagir à ces nouvelles lubies. Et puis nous, on est coincés en tant qu'Européens, où on se dit, on a plein de bonnes intentions, on a envie de faire plein de choses, mais on est relativement coincés entre, vous le dites, l'Ukraine, la Russie, la Chine, qui est un peu empêtrée dans ses difficultés économiques, la Russie qui est vraiment empêtrée aussi avec l'Ukraine. Donc ils ne peuvent pas choisir toutes les camps de bataille. Donc c'est pour ça qu'il va faire une opération au Venezuela pour continuer à imposer son hégémonie. Et puis maintenant, le Groenland, où on est coincé. Voilà. Bon, mais ça fait bouger les marchés. Alors, ça n'arrête pas. Ça fait bouger les marchés. On peut dire que ça a ajouté un petit peu de piment à la ratatouille. La ratatouille du moment, c'est quand même les taux. On voit que ça se tend un petit peu partout. Il y a une sorte de petite grenade dégoupillée qui nous attend du côté du Japon. Et ça, tous les analystes nous mettent en garde depuis quelques semaines. Est-ce que vous pensez que ça va être... l'enjeu de ce début d'année, le niveau des taux d'intérêt, la quantification de la courbe des taux et les difficultés que vont avoir maintenant les banques centrales à adopter le bon biais, parce que là, vraiment, on marche sur des œufs. Exactement. Donc, c'est vrai que par rapport au Japon, historiquement, c'est toujours la place où on peut acheter de la dette, des obligations. Ça a été toujours le leitmotiv. Sauf que là, on avait une devise qui était quand même relativement faible. Ils ont essayé de prendre des actions. Il y a eu retour sur investissement sur ces actions. La devise a continué de s'affaiblir. Et là, on va arriver dans des phases d'élection où ils ont annoncé des dépenses budgétaires, beaucoup plus de contraintes. Et du coup, ceux qui avaient l'habitude d'acheter des obligations, de la dette, commencent à regarder en disant, effectivement, est-ce que c'est le bon cheval parce qu'on va rajouter de la dette et là, du coup, les taux sont montés à 4%. Je crois que ce n'était pas arrivé depuis 40 ans. Voilà, ça a toujours été la dette japonaise, quelque chose et un instrument qui était stable. Donc, du coup, effectivement, vous avez un stress aux US, vous avez l'Europe et du coup, on commence à se dire quand les taux se tendent, on va peut-être revenir sur des actifs plus tangibles. Donc, je dirais que l'or a bénéficié largement. Bien sûr. Vous avez mis un bon stress sur le côté économique des choses assez rapidement. Une tension au Japon, la difficulté qui s'opère sur la géopolitique. Et du coup, l'or a fait un énorme bond en avant. Donc, je pense qu'il est plus là aussi pas que pour lier la peur. Ouais, il y a un truc aussi qui stresse tout le monde vis-à-vis du Japon, c'est que le Japon est un énorme détenteur de dettes de tous les grands pays développés. Exactement. Donc, si ça craque au Japon, et on l'a vu il y a 1 an et demi, 2 ans, au cœur de l'été, avec des débouclages violents de positions de carry trade, quand il y a quelque chose qui ne va pas au Japon, ça crispe la planète entière. Et Mark Templeman, on va rester sur ce niveau de crispation jusqu'à ce que le dossier soit débouclé. Oui, et puis il y a un deuxième facteur que j'aimerais mentionner, mais qui va dans ce sens. C'est qu'à partir du moment où le 30 ans en yens, où la dette obligataire d'État japonaise offre évidemment un rendement de 4%, l'investisseur japonais, notamment les grandes institutions japonaises qui sont des grands acheteurs de dettes obligataires des US, de la France, de l'Allemagne, ils ont une alternative qui donne un rendement quasi équivalent, voire meilleur selon le pays qu'on prend. Donc, ce dont on pourrait se méfier, c'est que ces grands investisseurs qui aujourd'hui gèrent des portefeuilles gigantesques, dont une grande partie est investie à l'étranger, pourraient être tentés de ramener un bout de cette partie allouée aujourd'hui à l'étranger pour tout simplement investir chez eux. Puisque le 4% est là. Et donc, ça peut avoir un impact également sur la facilité, ou la moindre facilité plutôt, avec laquelle les grands États européens et ou les US pourraient emprunter, dans la mesure où ils ont toujours compté sur la demande japonaise, qui était relativement consistante dans le temps. Deuxième élément que je dirais sur les taux longs, pour revenir sur les taux longs qui s'approchent des 5% aux US, est-ce que ce ne seraient pas les taux qui seraient le garde-fou de Trump ? Ça l'a déjà été après le Liberation Day. On l'a vu en avril, on le voit à nouveau aujourd'hui. Quand il fait des déclarations où la Terre entière estime qu'il va trop loin, est-ce que ce ne serait pas le fait que les taux longs montent aux US et que donc le coût d'endettement des US augmente et que donc aussi, par ailleurs, tous ceux qui ont des treasuries en portefeuille voient la valeur de leur portefeuille diminuer? Est-ce que ce n'est pas le marché qui finalement remet Trump plus ou moins dans le droit chemin et qui fait qu'il adoucit ses discours. Je trouve ça une dynamique assez intéressante. Bon, au milieu de ça, Olivier Le Chevalier, il y a quand même une problématique intéressante, c'est que Donald Trump met des coups de semonce régulièrement, ça fait réagir le marché, il recule, le marché remonte, etc. En même temps, ça fait la deuxième fois qu'il nous fait le coup, à nous, Européens, sur la géopolitique dure proche de chez nous, vis-à-vis de l'Ukraine, là, vis-à-vis du Groenland, etc. Et ça a le mérite de nous mettre un coup de pied au derrière
décisif du point de vue des investissements en termes de défense. Depuis l'année dernière, on voit que, et en plus, énormément de particuliers se sont positionnés, aussi bien en action qu'en private equity, qui reste un mode de financement très important du tissu industriel de la défense en France. Ça, au moins, ça a le mérite de clarifier. C'est une dynamique de développement sur le long terme et il va falloir y rester attentif quand on est investisseur. Exactement. Sur la partie défense, c'est ce qui a pris naturellement. Effectivement, juste pour revenir, c'est vrai sur le cas où on a d'un côté le Japon, maintenant les US, où il fait des sorties difficiles, mais on va voir que les investisseurs vont délaisser de la dette japonaise. Et du coup, aujourd'hui, les fondamentaux, même si on a de l'attractivité aux US sur les marchés, on voit bien qu'on n'arrive pas à lire correctement son comportement. Donc du coup, c'est un effet bénéfique. C'est surtout les sociétés qui font de l'armement. En fait, on voit Exosense, des sociétés comme Rheinmetall, elles ont toutes explosé. On partait d'actions. Tout à l'heure, on voyait que peut-être que Thales avait un petit peu perdu, mais bon, elles sont quand même sur des niveaux en bourse il faut voir relativement élevés. Ça a gagné sur un an et demi. Voilà, on pouvait regarder Orange, on est sur des niveaux de 14-15 euros. Bon, c'est pas du tout la même dynamique. On voit bien que toutes ces sociétés sont arrivées, en fait, parce qu'il y avait le marché de l'armement qui est drivé avec l'Ukraine, la Russie. Et puis les tensions qui naissent, donc du coup sur la partie marché, effectivement, ça donne la place clairement en fait à ces sociétés d'armement. Donc on avait les premiers industriels de premier rang qui étaient là, et puis maintenant on commence à regarder ceux qui font la boîte de vitesse du char, ceux qui commencent à faire la vision nocturne, etc., qui cotaient et qui sont rentrés en bourse sur des niveaux de 5 à 10 euros et qui aujourd'hui sont à 180, etc. Donc en fait, ils ont changé de dimension, c'est ça. Ils ont changé de dimension directement. Ouais. C'est-à-dire qu'on était sur des valorisations à 10 fois, 15 fois. Quand vous êtes du secteur industriel, on arrive à 30, 40. Ça devient... Comme de la tech. Exactement, comme de la tech. Donc on est vraiment sur des niveaux relativement élevés. Et puis au milieu de tout ça, en fait, vous avez un marché où on doit vendre de Cell America, où en fait on n'a plus confiance. Donc c'est ça la difficulté. Il y a tous les fondamentaux qui sont au rendez-vous, le marché, la tech, l'IA, l'énergie. Et finalement, du coup, vous voyez bien que le dollar s'est affaibli. Il y a une perte quand même de confiance. Donc on réfléchit à remettre nos actifs dans différentes cases. Du coup, comme disait Marc au début, le SG... aussi n'a plus le vent en poupe. Là, il n'y a aucun problème à aller investir sur de l'armement. Cela dit, la souveraineté et les questions de défense sont rentrées pleinement dans l'évaluation de l'ESG. Et c'était le chaînon manquant, en fait, pour pouvoir bien investir dessus. Mark Templeman, il y a aussi un changement de paradigme en ce début d'année, qui est drivé par un truc tout bête. C'est encore la baisse du rendement du livret A. On pourrait se dire place au placement dynamique, allez, on va aller prendre du risque. Pas du tout. En fait, il y a d'autres terrains de chasse beaucoup plus traditionnels, beaucoup plus conventionnels qui redeviennent intéressants grâce à l'orientation des taux en ce moment. Exactement. Ça, c'est intéressant. Et donc, tout d'abord, un grand bravo aux épargnants français. Parce qu'on sait qu'ils sont plutôt prudents, qu'on a du mal à les convertir au marché actions, etc. etc. Ils nous écoutent. Mais oui. Alors, sans doute qu'ils écoutent BFM Business. Félicitations à vous aussi, d'ailleurs. Mais ils ont bien compris qu'entre un livret A dont le taux a baissé de 3% à 1,5% à partir du 1er février, et de l'autre, un fonds euro qui offre des garanties en capital similaires où, grâce aux investissements en obligations, le rendement moyen sur un fonds euro est passé de très peu à 2,65 l'année dernière et probablement pas loin de 3 cette année, il y avait un arbitrage à faire. Et on le voit dans les chiffres, le livret A a décollecté de plus de 2 milliards l'année dernière, ce qui est du jamais vu depuis 2015. Alors que le fonds euro, jusqu'à fin novembre de l'année dernière, je n'ai pas les stats pour l'année pleine, a collecté en net 10 milliards d'euros. Donc les épargnants français ne s'y trompent pas. Quand on cherche un placement liquide, sûr, sans risque, auquel on a accès en permanence, le fonds euro a plié la bataille, a gagné la bataille vis-à-vis du livret A. Encore faut-il savoir quel fonds euro choisir, parce que là, l'univers est assez large. L'écart de rendement, il faut y faire attention. Il y en a qui versent moins de 2%, et il y en a d'autres qui, grâce à des systèmes de boost et d'efforts commerciaux, peuvent aller jusqu'à 4,5%. Et là, pour le coup, vous êtes à 3 fois, même en net, vous êtes à plus de 2 fois le rendement du livret A. Bon, ça donne à réfléchir et puis il faut continuer à s'informer et continuer à détecter ces dynamiques qui rendent certains supports bien plus intéressants. En ce moment, Olivier Le Chevalier, DeftEdge, Mark Templeman, Cashbee. Merci d'avoir été avec nous pour déchiffrer cette actualité passionnante qui va vraiment du plus grand au plus petit. C'est toujours ça qui est
vraiment super intéressant et c'est pour ça qu'on aime vous recevoir sur ce plateau.